Burkina Faso, les interrogatoires de 84 accusés dans le procès du putsch manqué de septembre 2015 doivent commencer le 6 avril prochain, après des débats de procédure qui ont émaillé sa progression. Au Mali, un ancien membre présumé d'Ansartine a été remis en fin de semaine à la Cour pénale internationale. Il est accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis à Tombouctou entre avril 2012 et janvier 2013. Réunion de donateurs sollicités pour répondre à la crise humanitaire qui frappe la République démocratique du Congo. Les autorités du pays ont finalement décidé de ne pas aller à Genève afin d'y participer. C'était là le sommaire du journal. Bon lundi de Pâques à chacun et à tous. Bonjour et bienvenue. Au Mali, un ancien membre présumé d'Ansartine du nom de Al-Hassan a été remis en fin de semaine par les autorités maliennes à la Cour pénale internationale. L'homme est accusé de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre commis à Tombouctou entre avril 2012 et janvier 2013. Plus de précisions à travers ce reportage. En croisade contre le terrorisme sous toutes ses formes, le Mali a mis aux arrêts Al-Hassan. Le quadragénaire originaire de la région de Tombouctou aurait été membre d'Ansartine et commissaire de la police islamique entre avril 2012 et janvier 2013. À Tombouctou, on se souvient encore de lui comme étant très proche de Mohamed Moussa, une figure du groupe Ansartine très liée à AQMI. Al-Hassan faisait arrêter les femmes non voilées et les jetait en prison ou les battait. Il aurait également procédé à de nombreux mariages forcés, se rappelle des témoins sur place. Désormais aux mains de la Cour pénale internationale, il est soupçonné d'avoir joué un rôle de premier plan dans la commission des crimes et la persécution religieuse et sexiste infligée par les groupes armés à la population civile de Tombouctou. L'homme est donc poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, soupçonné notamment de torture, viol, esclavage sexuel. On l'accuse aussi d'avoir pris part à la destruction des mausolées des saints musulmans de Tombouctou, crime pour lequel un autre ancien membre d'Ansartine avait été condamné par la CPI en 2016. Son audience de première comparution à la Cour pénale internationale est prévue pour le 4 avril prochain. On reste dans les procès au Burkina Faso. Les interrogatoires des 84 accusés dans le procès du putsch manqué de septembre 2015 doivent commencer le 6 avril prochain après des débats de procédure qui ont émaillé sa progression. Vendredi, les avocats de la défense ont décidé de se retirer de l'audience après le rejet par le tribunal de plusieurs listes de témoins, dont celle présentée par les principaux accusés, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. Après des débats de procédure qui ont émaillé la progression du procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso, les interrogatoires des 84 accusés doivent commencer le 6 avril prochain. Vendredi, le tribunal avait procédé à la lecture de l'arrêt de renvoi et de mise en accusation des inculpés, un document de 200 pages en absence de la quasi-totalité des avocats de la défense. Ces derniers ont décidé de se retirer de l'audience après le rejet par le tribunal de plusieurs listes de témoins, dont celle présentée par les principaux accusés, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. La défense souhaite notamment voir comparaître le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, l'ancien président de la transition Michel Kafando, l'ancien premier ministre Yacouba Zida, des diplomates ainsi que des autorités coutumières et religieuses. La défense aimerait également entendre les présidents sénégalais Macky Sall, nigérien Mahamadou Issoufou et l'ancien chef d'État béninois Yahi Boni qui avait effectué des missions de l'Union africaine dans le pays pendant la crise. Le tribunal a rejeté des demandes de mise en liberté provisoire déposées par 4 prévenus pour des raisons sociales et de santé, les jugeant mal fondées. Réunion de donateurs sollicités pour répondre à la crise humanitaire qui frappe la République démocratique du Congo. Les autorités du pays ont finalement décidé de ne pas aller à Genève afin d'y participer. La situation humanitaire en République démocratique du Congo aurait atteint, selon l'ONU, un point de rupture. L'insécurité généralisée y a notamment entraîné le déplacement de 4 millions de personnes. Dans ce cadre, les Nations Unies ont lancé en janvier un appel de fonds de 1,7 milliard pour la République démocratique du Congo. C'est le double du montant demandé en 2017.
Alors qu'une réunion des donateurs est prévue pour se tenir à Genève, dans ce cadre, les autorités congolaises se désistent. Le Premier ministre intérimaire José Makila a avancé que c'est la souveraineté de la République démocratique du Congo qui est en question. Pour Kinshasa, l'aide humanitaire devrait être fournie avec le consentement du pays touché sur base d'un appel de ce pays. Et au-delà même des chiffres, le gouvernement de la RDC décide d'ouvrir un débat de fond. Et ce débat de fond, selon le Premier ministre intérimaire, ramène à la résolution 46-182 du 19 décembre 1991 de l'Assemblée générale des Nations unies. Elle parle de la souveraineté des États. Et cette résolution insiste sur l'intégrité territoriale et l'unité nationale des États qui doivent être pleinement respectées en conformité avec la Charte des Nations unies. José Makila justifie ainsi le refus de Kinshasa de participer à la réunion des donateurs prévue ce mois d'avril à Genève. Des Sénégalais tués à l'étranger, la nouvelle est fréquente à Dakar. Le débat fait grand bruit à chaque fois, mais les responsables ne sont jamais punis. C'est du moins le sentiment de la majorité des Sénégalais. La dernière affaire en date qui a fait beaucoup réagir, c'est la mort à Madrid, dans la capitale espagnole, d'un vendeur ambulant sénégalais qui a occasionné des mouvements de colère de la communauté sénégalaise en Espagne. La Fédération des Sénégalais d'ailleurs d'Espagne hausse le ton contre le gouvernement sénégalais. On écoute. Que ces derniers temps, il y a beaucoup de morts, de meurtres et d'assassinats de Sénégalais à l'extérieur. Il faut que ça arrête. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et qu'à chaque fois que cela... Il faut qu'il y ait des suites. Nous attendons des suites par rapport à tous ces gens qui sont morts. Parfois, on ramène des corps, mais sans qu'il y ait des suites. Nous voulons voir les responsables. C'est ce que nous attendons. Qu'à chaque fois qu'il y a mort d'homme, qu'il y a mort d'un Sénégalais à l'extérieur, qu'on nous dit qui est le responsable et pourquoi il l'a fait. En Sierra Leone, le dépouillement a été d'ailleurs effectif où 3,1 millions d'électeurs étaient appelés à choisir leur nouveau président. Les résultats s'annoncent serrés entre Samura Kamara, le candidat de l'APC, le parti au pouvoir, et Julius Maada Bio, le candidat de SLPP, le parti d'opposition. Reportage. Dans la capitale Freetown, plusieurs bureaux de vote ouverts samedi à 7h GMT ont fermé comme prévu à 17h et le dépouillement a immédiatement commencé en présence d'observateurs nationaux et internationaux et de représentants des deux partis concurrents. C'était à l'issue d'une journée de vote où le scrutin s'est déroulé dans le calme et sans incident majeur. Cependant, des électeurs ont contesté la présence de nombreux militaires et policiers armés aux abords des bureaux de vote lors d'échanges tendus avec les forces de l'ordre. Ils étaient quelques 3,1 millions d'électeurs sierra-léonais convoqués aux urnes samedi pour choisir leur nouveau président dans le cadre d'un second tour très indécis entre le dauphin du président sortant, Samura Kamara, et le candidat du principal parti d'opposition, Julius Maada Bio, arrivé de peu en tête au premier tour. Les résultats qui sont attendus en début de semaine prochaine s'annoncent serrés entre les deux candidats. Selon plusieurs analystes politiques, la victoire pourrait se jouer à Freetown, la capitale, et dans le district diamantifère de Kono, dans l'est du pays, traditionnellement considéré comme un swing state. Au Mexique, la campagne pour l'élection présidentielle du 1er juillet s'est ouverte avec en tête des sondages le vétéran de gauche Andrés Manuel López Obrador. Il semble le mieux placé pour succéder au président Enrique Peña Nieto, dont la popularité est en berne. Reportage. Ils sont quelques 88 millions d'électeurs appelés aux urnes le 1er juillet pour élire le président. Un scrutin qui pourrait marquer la fin d'un régime, celui du PRI, Parti révolutionnaire institutionnel au pouvoir. La cote de popularité d'Enrique Peña Nieto étant au plus bas dans les sondages, fait figure de favori Andrés Manuel López Obrador. Surnommé par ses initiales AMLO, il est crédité de 33 à 42% des intentions de vote. À la tête du mouvement de régénération nationale Morena, le leader de la gauche se présente pour la 3e fois à une présidentielle. À 64 ans, celui qui fut maire de Mexico de 2000 à 2005 fustige le système corrompu du PRI maintenu par le PAM, l'alternance politique du parti Action nationale.
Adulé par ses partisans, tassé de populisme par ses détracteurs, le tribun a lissé son image d'opposant radical. Il prône désormais le pardon et tend la main à ses anciens adversaires issus de tous les grands partis. L'écart se creuse entre celui qui se pose désormais en candidat du changement et ses deux adversaires directs, Ricardo et Nania, accrédités de 19 à 23% des intentions de vote pour le PAM, et José Antonio Midé de 16 à 24% pour le compte du PRI. Le scrutin du 1er juillet sera consacré non seulement à l'élection présidentielle, mais également à celle de 500 députés, 128 sénateurs et 8 gouverneurs. Il mettra en outre en jeu près de 2800 mandats locaux, dont celui du maire de Mexico. Affaire empoisonnement d'un agent double au Royaume-Uni, les diplomates russes expulsés par les États-Unis dans ce cadre ont commencé à quitter l'ambassade russe de Washington. Reportage. Famille comprise, 171 personnes vont quitter les États-Unis et le gouvernement russe a fourni 2 avions pour leur transport. Une cinquantaine d'hommes, femmes et enfants ont été vus quitter l'enceinte de l'ambassade samedi. En effet, l'ambassadeur russe à Washington a indiqué à l'agence étatique TASS que les 60 diplomates russes expulsés de Washington, New York et Seattle quitteraient tous le pays le 31 mars. Au total, environ 300 diplomates de part et d'autre ont été annoncés dans le sillage de l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergei Skripal et sa fille. Londres impute à la Russie cette tentative d'assassinat malgré les démentis de Moscou qui clament son innocence et a demandé la convocation d'une session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Sergei Skripal, un ancien colonel du service de renseignement de l'armée russe, avait été accusé de haute trahison pour avoir vendu des informations aux renseignements britanniques. Il a été condamné en 2006 à 13 ans de prison. En 2010, il avait fait l'objet d'un échange de prisonniers organisé entre Moscou, Londres et Washington et s'était installé en Angleterre où sa fille était venue lui rendre visite en mars dernier. La mission du CIO est de construire des ponts. Ce sont là les propos du président du Comité international olympique, Thomas Bach. Il espère que le sport pourra contribuer à la paix dans la péninsule coréenne. Reportage. L'envoi des athlètes nord-coréennes aux Jeux olympiques de Tokyo et de Pékin est une preuve de la détermination du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Une action qui motive le CIO et présage de jours meilleurs dans la péninsule nord-coréenne. Après une rencontre avec le président nord-coréen à Pyongyang, le président du CIO a pris des résolutions. C'est la mission du Comité international olympique de toujours construire des ponts. Et en construisant ces ponts par le sport, nous espérons que nous pouvons également contribuer aux pourparlers politiques qui sont en cours. Nous nous en réjouissons et espérons qu'ils mèneront, dans l'esprit olympique, à la paix sur la péninsule coréenne. Nous les aiderons à participer à des compétitions internationales, à savoir des camps d'entraînement à l'extérieur du pays s'ils le veulent, et à participer à des compétitions afin qu'ils puissent acquérir autant d'expériences internationales que possible et être parfaitement préparés à participer aux Jeux olympiques. Les derniers Jeux olympiques d'hiver qui se sont tenus en Corée du Sud le mois dernier ont été l'occasion d'un rapprochement considérable entre le Sud et le Nord isolés. Ce dégel doit déboucher sur une rencontre le 27 avril entre le dirigeant nord-coréen et le président sud-coréen Moon Jae-in. Ce sommet doit être suivi par un face-à-face historique entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump en mai. Voilà qui met donc un point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne semaine à chacun et à tous. Au revoir.